Ce n'est pas souvent que je consacre des épisodes à de la production française et pourtant je devrais, d'abord parce que je suis française et aussi parce que ça part parfois en roue libre chez nous, donc c'est bien que je jette un œil. Mais une fois n'est pas coutume, je vais me pencher avec mon bégon vert à la main sur le cas de Vermine que vous pouvez trouver sur Netflix et qui a été sorti au ciné en 2023. Je déconseille d'entrée de jeu cet épisode à ceux qui ont peur des petites bêtes qui grouillent. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais je vais commencer par saluer de manière très sympathique ce projet du jeune réalisateur Sébastien Vanitschek, dont c'était le premier long métrage et qui, ma foi, remplit de manière assez convaincante et efficace le cahier des charges du petit film d'horreur efficace. Au niveau des influences, pour un film qui a été salué par Stephen King en personne, et on aura tendance à plus s'intéresser à l'opinion de ce dernier en ce qui concerne les films d'horreur que sur les questions de genre, je le mentionne au passage, eh bien on est sur un film de survie qui serait l'enfant bâtard d'Alien 2 et de la haine en prenant une tangente par le film coréen Parasite. Parce qu'attention aux Lakers, ce film d'ambiance urbaine se veut aussi un commentaire social et c'est peut-être là que je serais plus critique et dubitatif quant au rendu, même si le film d'horreur se prête très bien et haut comment à des questions sociétales, on en a quand même suffisamment vu passer et pas toujours dans la subtilité d'ailleurs. Perso, je me suis lancée dans ce film sans aucun a priori, sur une vague recommandation familiale. Je savais absolument pas où je mettais les pieds, je ne savais même pas d'ailleurs que c'était un film français. Et après une légère inquiétude au démarrage du film post-prologue, parce que je ne m'attendais pas du tout à l'ambiance wesh wesh banlieue et le gros rap qui tâche, et en effet c'est pas du tout mon truc, je préfère le dire d'entrée de jeu, j'ai quand même suivi sans déplaisir et je dirais que oui, ce film se regarde très bien. Le pitch, dans un désert, on suppose nord-africain vu la voiture Peugeot, un petit groupe de locaux cherche à mettre la main dans l'illégalité la plus totale sur une espèce d'araignée pas franchement sympathique et conviviale afin de les écouler à des maniaques de NAC et autres bestioles du style. Pas une riche idée au vu de la dangerosité du truc, mais sinon vous vous doutez qu'on n'aurait pas de film. Du coup, une de ces bestioles échoue dans l'arrière-boutique de l'échoppe de l'arabe du coin, de nos sympathiques bourgades de banlieue parisienne, qu'on parviendra sans peine dans ce cas précis à identifier comme la fleurie et pittoresque Seine-Saint-Denis grâce à son repère architectural et décor principal du film que sont les arènes de Picasso, mais j'en recauserai. Jusque là, tout va bien, nous dirait Kassovitz, notre perso principal qui est un sympathique et pittoresque jeune homme métissé en développement arrêté, insiste pour acheter la bestiole vu qu'il les collectionne et c'est donc le début des emmerdes pour le paisible immeuble où cohabite dans la joie et l'harmonie une belle diversité parce qu'en moins de 24 heures, vu que le type qui l'a ramené est un branquignol, la bestiole va se sauver, faire des petits et coloniser l'immeuble de façon exponentielle et s'avère donc en huis clos horrifique pour arachnophobes avec des araignées de plus en plus gigantissimes et parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, les méchants flics qui ont cadenassé l'immeuble par mesure de quarantaine où les salauds abat la police, nique ta mère et le perso principal, sa sœur et ses potos essaient donc de survivre et se tirer de là, voilà. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, outre le cadre la haine, diversité, banlieue et principalement haine du flic, on a surtout des emprunts appuyés à Alien 2, notamment toute une séquence qui rappelle la fuite dans les tunnels des Marines après l'invasion du bloc, sans parler du côté invasion organique que prend parfois la créature, qui bien sûr te rappelle sans peine les facehuggers ainsi que le côté colonisation du lieu, qui avec les toiles des araignées finit par modifier l'architecture intérieure de l'immeuble jusqu'à le rendre méconnaissable, étranger et bizarre. Sans compter le moment où ça tire dans tous les coins en panique dans les sous-sols. Je dirais même que c'est du Alien 2 avec la palette du Alien 3 de Fincher, vu la coloration ocre et orange de la séquence tunnel, mais passons. En soi, c'est le mieux du film d'ailleurs. L'ambiance est bien posée, on a un bon petit film d'horreur efficace qui se tient, sans pour autant révolutionner le genre, ni dépoussiérer le style. Une œuvre tout à fait de bonne facture qui utilise intelligemment son cadre, en particulier autour des arènes Picasso susmentionnées, une incongruité architecturale héritage des années Mitterrand et c'est un des points qui va m'intéresser le plus en fait. Bon, le lieu est tout un concept, ça se passe à Noisy-le-Grand et c'est un projet conçu en 1980, donc juste après l'accès de Tonton au pouvoir, je le note, et livré en 1985 par l'architecte espagnol Manuel Núñez Janowski. On est dans le post-modernisme qui vise à élever les banlieues en proposant des espaces inspirés du classicisme avec jeu de détournement et symbolisme pour livrer, on va dire, une nouvelle conception de l'urbanisme
urbanisme, le tout évidemment sur fond de mixité sociale. Une belle utopie donc. On est à la fois dans l'expérimentation urbaniste, architecturale et sociale, avec le vague concept derrière de faire de ces banlieues un laboratoire servant de modèle pour le reste de la société. Autant dire que 40 ans plus tard, on voit le résultat. Sur les arènes précisément, l'architecte fait explicitement référence à Picasso. Ok, c'est un espagnol comme l'architecte, ok, c'est une star du modernisme, ok, il est associé à la corrida, d'où les arènes, mais c'est surtout un chantre de la déconstruction. Donc vous voyez que le projet déconstructionniste ne date pas d'hier. Pour les arènes, évidemment, la forme du truc, mais plus particulièrement les deux structures sphériques en vis-à-vis, surnommées par la population locale les camemberts, un terme intéressant aussi de franchouillardise incongrue, qui sont censés figurer les roues d'un chariot renversé. Donc déjà, je vous place le truc qui se place tout seul en fait, l'ère Mitterrand, franchouillardise déconstruite, référence à un environnement de mort because gladiateur romain ou corrida espagnole, avec renversement de l'objet référentiel. Je veux dire, c'est pas anodin de choisir ces thèmes-là dans un projet de laboratoire social, de diversité et de mixité. Et ça m'embête de le dire parce que je trouve qu'on a tendance à faire trop de choses moches, banales et sans personnalité dans notre paysage urbain contemporain. Donc moi de base, je suis plutôt pour les essais architecturaux qui ne sont en effet pas toujours appréciés au moment de leur livraison, voire carrément vilipendés, mais qui peuvent finir par trouver leur heure de gloire et leur réhabilitation. Je ne sais pas si le lieu est plaisant à vivre, en tout cas de l'extérieur, parce que l'intérieur qu'on nous montre est sombre, glauque et carrément carcéral. Peut-être certains d'entre vous l'ont visité et peuvent en parler en commentaire, mais j'admets que cela fait un décor de cinéma absolument cool. Je suis presque étonnée qu'il n'ait pas été davantage exploité, hormis par Stéphanie de Monaco dans son clip Ouragan, alors que le projet voisin, les espaces d'Abraxas, ont été utilisés dans le film Brasil et dans Hunger Games, donc c'est te dire les bonnes vibes du lieu au vu des thèmes totalitaires des œuvres, et un lieu qui n'a pas très bonne réputation sur le plan touristique, entre ceux qui mentionnent se sentir mal à l'aise, oppressés, et ceux qui racontent carrément s'être fait agresser, parce que visiblement il y fait bon vivre. Alors visuellement ça a de la gueule, mais souhaiteriez-vous y habiter? Je ne sais pas. Je dirais que de visu, le lieu fait beaucoup plus cauchemardesque que les arènes, donc c'était un parti pris intéressant de la part du réal d'avoir choisi les arènes de Picasso, plus ouverts, plus sympathiques que les espaces d'Abraxas. Alors mes théories valent ce qu'elles valent, mais est-ce qu'il a fait ce choix justement parce que les espaces d'Abraxas sont déjà trop connus visuellement, trop marqués dans un univers futuristique, ou est-ce que parce que cette forme sphérique va déjà évoquer une toile d'araignée et c'est ce qui a tapé dans l'œil du réalisateur? Je ne sais pas, je pense que ça a pu jouer. D'autant qu'il y a un parallèle à faire entre l'empilement des gens dans la cité et la cohabitation précaire des créatures dans l'appartement du perso, compagnons qui n'ont rien à faire ensemble, créatures vues comme bizarres, étrangères et dangereuses, et que seul le perso apprécie à leur juste valeur, parce que c'est pas un mauvais bougre. Et j'aime pas dire du mal des gens, mais en effet, il est gentil le bougre. Dans tous les cas, vous voyez qu'on va pas pouvoir tourner sans arrêt autour du camembert et qu'il va falloir se pencher sur cette question sociale, parce que c'est le vrai sous-texte du film, que tu peux en effet juste prendre comme un film de genre dans les banlieues, mais vous vous doutez bien qu'il y a d'autres niveaux de lecture et que c'est là que le bas blesse. Et ça, dès le titre du film. Il ne pouvait pas utiliser Parasite parce que c'est déjà pris, mais on est parti à la place sur Vermine. Alors, que nous évoque la vermine, évidemment au sens propre, toutes les charmantes bestioles parasitiques qui peuvent grouiller et infester les êtres humains, poux, puces et autres sympathiques punaises de lit, mais bien sûr au sens figuré, la population subalterne considérée comme malpropre, misérable et vivant sur le dos de la société. Donc ça se passe en banlieue et vous vous doutez qu'on nous fait une subtile parabole de la manière dont la population de banlieue, principalement immigrée et ou non blanche, serait perçue par le reste de la société, par les élites, la bourgeoisie, etc., comme une infestation qu'il faut mettre en quarantaine et potentiellement éliminer. Soit, dans la méthode, séquestrer dans les ghettos de banlieue, loin des honnêtes gens, et faire éliminer par la police si par hasard les individus essaieraient de sortir de leur ghetto et de leurs conditions. Donc dans le film, ça se traduit par le fait que toute la joyeuse bande de la diversité est parquée dans son immeuble et que les méchants flics ne les laissent pas sortir. Alors, comment dire... La parabole a ses limites. Bon, alors déjà on pourrait débattre de certains points, mais c'est pas le lieu ici, donc je vais pas le faire, donc je vais rester uniquement sur le film. Donc si je reste râle et pâquerette, dans le cas d'une infestation par une créature parasitique dangereuse qui parvient à coloniser en une journée tout un immeuble, autant te dire que des services sanitaires auraient tout intérêt à mettre en quarantaine la zone avant de la passer à l'insecticide, voire au napalm, histoire d'être plus sûr. Et non, ça ne ferait pas d'eux les méchants, d'autant que le scénario fait un truc qui tire un peu une balle dans le
le pied au propos. Si la résidence est dans la merde, ce n'est pas parce que les vilaines autorités leur ont fait une crasse, c'est par la connerie sans nom et la négligence d'un des leurs qui se retrouve dans la mouise jusqu'au cou. Donc la complainte victimaire ne passe pas, de manière assez ironique et assez évidente dans le film. Le film fait même le contraire de ce qu'il voudrait faire, si toutefois le sujet est de dénoncer le fait que la population immigrée ou banlieusarde soit assimilée à de la vermine. J'ai vu passer d'ailleurs cette analyse complètement con, que malheureusement je ne suis pas arrivée à vous retrouver pour le montage, j'en suis désolée, qui affirme que la raison pour laquelle ces créatures sont tellement agressives, c'est parce que les pauvres bébêtes ont été arrachées par la violence à leur environnement naturel et implantées dans un milieu hostile urbain qui n'est pas le leur. Justification de la violence, vous voyez le tableau, mais attendez que je développe la connerie. Et le critique de conclure que la preuve, parce que à la fin du film, le perso principal au doux prénom de Caleb croise une araignée lambda dans un joli coin de verdure dans la forêt, genre de meudon, et la bestiole n'est pas agressive car dans son environnement naturel. Est-ce que vous sentez la débilité profonde du propos? Et ce justement parce que cette critique, c'est qu'elle est en train de jongler avec le sous-texte sociétal et veut fleurer bon la bien-pensance et la tolérance, parce que touche pas à mon pote vaguement en arrière-pensée. Bon, alors puisque ça aime la déconstruction, déconstruisons cette critique à la con. Et oui, la déconstruction, vous la gardez bien dans un coin, parce que, outre la référence à Picasso, vous aurez repéré le motif en papier peint bulldozer dans la chambre du garçon, le démontage de l'appartement par la sœur, et à la fin, l'implosion de tout l'immeuble. Si on s'en tient purement premier degré, à quel moment est-ce qu'on accepte de dire à quel point le perso principal est un sombre crétin irresponsable d'une part, mais surtout très responsable de toute la situation du film? Oui, en effet, la bestiole a été arrachée à son environnement naturel par des gens du cru qui la trafiquent de manière visiblement complètement illégale, alimentant ainsi un marché de la bestiole exotique dangereuse qui, dans le film, ne finit pas chez un riche collectionneur blanc méchant, bourgeois et au quartier, ou un vilain de James Bond, mais transite par l'arrière-boutique de l'arabe du coin pour être acheté par un jeune homme métis zenard sans contrôle de rien, ni aucune mesure responsable de la part du vendeur comme de l'acheteur, qui, on pourrait le dire très prosaïquement, ça ne mange pas de pain ni de kebab, s'en battent les couilles des conséquences de leur petit trafic. Alors en effet, la bestiole s'échappe, parce que c'est une bestiole, et fait ce qu'elle a à faire comme toute bestiole, c'est-à-dire se reproduire et étendre, puis défendre son territoire face à ce qu'elle considère comme des intrus, des menaces, ou même, dans ce cas précis, comme un garde-manger ou un hôte pour sa progéniture. Un parasite, quoi. J'ajouterais que de plus, n'étant pas en effet dans son environnement désertique de base, elle s'adapte à une vitesse éclair d'ailleurs, et mute. Par ailleurs, elle ne devient pas dangereuse parce que c'est celui qui dit qui est, et qu'elle a été violemment arrachée à son environnement, elle est de base dangereuse, et c'est tout le propos du prologue. La scène à la limite de l'anthropomorphisme où il y a respect et compréhension mutuelle entre la bestiole et les survivants qui s'épargnent mutuellement est complètement con. Genre, je te respecte, tu me respectes, on se respecte. J'avais le sketch de la chauve-souris de Jean-Marie Bigard dans un coin de la tête. Genre, l'araignée elle est copine avec eux parce qu'elle sait que le mec est gentil avec les bestioles et il est bien démerdé quand elles étaient dans la merde. C'est du délire absolu. En plus, si je tire le fil jusqu'à la fin de la démo, c'est juste qu'en fait, l'araignée elle a gagné le territoire et que les intrus, la population autochtone de l'immeuble donc, doit dégager la queue entre les jambes si elle ne veut pas se faire zigouiller. C'est de la conquête de territoire. Si le propos c'est de lutter contre la xénophobie, je ne sais pas trop quoi dire. Le film montre une créature exotique, dangereuse et agressive qui décime la population locale ou la chasse, et la seule solution de survie en fin de compte, si on veut récupérer le terrain pour que la population puisse revenir, c'est de tout atomiser. Et par ailleurs, la petite araignée locale de la forêt, genre de Meudon ou Fontainebleau à la toute fin, araignée couleur jaune, de couleur claire par rapport à l'araignée noire, viser le symbolisme pas subtil, les deux araignées n'ont en effet rien à voir. La petite jaune, elle n'est en effet pas agressive et pas une menace parce qu'elle est bien dans son environnement naturel, qu'elle n'a pas non plus dénaturé. Tandis que, imaginons que l'exotique se soit crapahuté hors de l'immeuble, on n'est pas à l'abri de ça d'ailleurs, et tous les environnementalistes vous diraient les dégâts que peuvent être causés par des espèces végétales invasives dans nos contrées ou à d'autres niveaux, tiens, prenons le frelon asiatique, l'écureuil gris d'Amérique ou les perruches, ou à une autre époque, les tortues de Floride que tout à chacun trouvait très mignon d'adopter parce que c'était la vogue des tortues ninja et que tu trouvais dans n'importe quelle animalerie et qui ont fini jetées dans des cours d'eau ou des étangs par des propriétaires débordés et qui ont fini par décimer les lieux où elles avaient été relâchées, ce qui les a rendues illégales. Donc là, je le rappelle, on est dans le niveau degré 0, si j'analyse que les bestioles. Donc que dire
dire du dégât si on passe au second degré en examinant la métaphore. Du coup, moi je suis pas convaincue par la gestion du symbolisme si le réalisateur veut dire ce qu'il prétend vouloir dire. Donc loin de se faire un plaidoyer sur l'univers des banlieues, je dirais que le film finit par faire paradoxalement un CQFD de ce qu'il cherchait à polémiquer, parce qu'on est dans le cliché le plus total au niveau de la caractérisation de tous les personnages, ce qui du coup est loin de déconstruire le sujet. Ça renforcerait même certains clichés, entre les trafics des uns et des autres, l'amour des baskets de marque, le métissage avec maman blanche mais aucune trace du papa, la femme de ménage asiatique qui est la seule à essayer de lutter contre la chienlit ambiante et en a plein le cul, chacun est dans son rôle, c'est une accumulation de poncifs et de clichés. Le pompon restant le perso principal, un adolescent attardé, en effet tellement arrêté dans son développement qu'il est incapable de s'occuper de l'héritage de maman, l'appartement dans la résidence d'où va partir toute la merde. Déjà tout un symbole. On n'a aucune info, photo ou référence au papa, alors qu'on voit des images de la mère, que ses enfants lui sont attachés et qu'elle a pu leur léguer un bien après son décès. Le mec est incapable de valoriser ce bien, comme le reste de l'immeuble, et tu pourrais dire par extension les banlieues si on reste dans la métaphore. On est juste dans la dégradation et l'attentisme perpétuel. Le type n'arrive pas à quitter le lieu mais le laisse partir à volo, alors que sa sœur essaie de le remettre en état pour le vendre. Vous apprécierez vraiment toutes les métaphores de l'état de l'héritage laissé par la maman blanche. Donc le type il s'appelle Caleb, un nom pas aléatoire non plus parce qu'il s'agit en référence d'un des compagnons de Moïse, le prototype du compagnon loyal et fidèle puisque son nom est en rapport avec le chien. Tout un programme donc entre celui qui guide les esclaves vers la terre promise et l'association avec les animaux. Mais pas que, parce que par ailleurs ce prénom est aussi utilisé par les musulmans, certains voyant Caleb comme un proto-prophète de l'islam, soit dit en passant. Et là c'est intéressant aussi parce que si je reprends le fil de l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas moi qui invente, c'est littéralement le scénario. On a une araignée parasitique qui vient d'un pays parlant arabe, transitant par un commerçant clairement montré comme arabe, et qui vient infester tout un immeuble qui vivait jusque-là dans une diversité relativement harmonieuse. De là à penser que le scénario est en train de faire la démonstration de la progression de certains courants islamistes dans les banlieues, je vous les juge de la conclusion. Ce qui se passe dans tous les cas n'est pas la démonstration d'une mixité harmonieuse, hormis la scène de fête de la tante Black qui devait quitter l'immeuble, mais du coup, ironie, ne le pourra pas, parce que les premières victimes, et quasiment les seules jusqu'à la séquence avec les policiers dans les sous-sols, sont les propres habitants de l'immeuble qui n'avaient rien fait ni rien demandé. Et même si certains ne sont pas très sympathiques, la plupart le sont, ils sont pas tous des racailles non plus, mais ce sont pas nécessairement ceux-là qui vont s'en sortir. Se greffe en plus sur l'histoire principale, outre l'histoire secondaire entre le frère et la sœur autour de l'appartement laissé par leur maman, l'histoire de l'amitié contrariée avec le pote d'enfance, qui très justement trouve que le perso principal est un connard alors que tout le monde lui trouve des excuses. Le pote d'enfance, c'est ton petit blanc de base qui bosse, qui a une copine et qu'on peut pas taxer de racisme vu que la copine est beurette. Je te le donne en mille et mille, le pote méritant se fait dézinguer au profit du sombre crétin qui parvient à s'en sortir et en se sacrifiant plus d'une fois. Déjà dans l'enfance, parce que quand ils étaient mômes, notre perso principal avait déjà l'amour des bêtes et rêvait d'ouvrir un zoo plus tard, mais une des bestioles, un iguane en l'occurrence, a mordu le copain et l'a laissé handicapé suite à une infection. Alors autant ça a servi de réveil pour le copain qui s'est responsabilisé, autant pour l'autre, notre fameux personnage principal donc, que de chi, et pour un soi-disant ami des bêtes, il les garde en passant dans des conditions dégueulasses et sans aucun respect ni considération pour leurs besoins, leur statut d'espèce protégée ou leur dangerosité. Un branquignol quoi. Mais pire, loin d'accuser Caleb, au moment de l'infection, le pote a préféré raconter une autre histoire pour expliquer son accident, couvrant donc le sombre crétin, qui n'a même pas la décence d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Est-ce que le Caleb aura l'occasion de se faire pardonner? Que nenni, le copain va crever, alors que le crétin s'en sort, passant son temps à se plaindre de son sort et de ses petits problèmes, sans voir celui des autres. Un gros égoïste insupportable, qui n'a visiblement rien appris à la fin de l'aventure, à part les méchants flics. Au niveau de la morale, c'est quand même sacrément à chier, vu qu'il ne portera aucune responsabilité des vies détruites à cause de sa crétinerie. Et si on remet le film en parallèle avec une autre référence évidente, celle de Gremlins, avec le coup de la boîte à chaussures qui était si emblématique sur le poster, notez que l'amour des bestioles de compagnie d'un genre spécial se greffait dans le film américain de véritables avertissements et leçons de morale. Le Billy, il apprenait sa leçon, ce qui n'est mais alors pas du tout le cas de notre Caleb de la banlieue, et si c'est le cas, on ne voit pas très bien comment explicitement dans le film. Du coup, encore une fois, loin de dénoncer des préjugés au sujet d'une population wesh racaille de banlieue, je dirais qu'on est au contraire en plein dedans. C'est quand même ballot. Par contre, encore
encore une fois, je salue l'utilisation très opportune des arènes de Picasso, parce que oui, on est clairement en plein dans l'héritage amorcé sous l'ère Mitterrand. Merci d'avoir suivi cet épisode, bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés s'il y en a, mais en général, mes revues sur les films d'horreur passent globalement sous le radar. Un petit like ou un partage à votre bon cœur, lâchez les araignées en emoji en commentaire, et on se retrouve, j'espère bientôt, pour toute autre chose.